Je vous présente Suada Tozo-Waldman, donc, qui est la dernière autrice des éditions franco-slovènes et compagnie. Et donc, comme l'a dit très bien tout à l'heure Martine, en effet, le et compagnie est une invitation à s'ouvrir. Franco-slovène, c'était juste pour donner le point de départ, et après, bien sûr, on s'élargit. Voilà, et donc j'ai rencontré Suada un peu par hasard, où elle m'a effectivement présenté un peu son travail, et qui est un travail assez particulier, et voilà, on va vous en présenter un petit livre parmi toutes les choses qu'elle a faites, puisque donc Suada a commencé par écrire de la poésie encore pendant qu'elle était en Bosnie, donc je ne sais pas si j'ai dit, elle est bosnienne donc d'origine, et donc elle a écrit de la poésie. Arrivée en France dans les années 80, elle a traduit un grand poète bosniaque, Abdullah Sidran, et puis elle s'est mise à écrire en français. Et elle a écrit des récits, et elle écrit également en anglais. Enfin, c'est un peu une artiste toute main. Voilà, puisqu'elle a écrit aussi une histoire d'un de ses ancêtres dans l'Empire ottoman. Voilà, ça se passe au 18e, c'est ça. Alors c'est en anglais, mon anglais étant un peu précaire, je ne l'ai pas lu, j'avoue. Mais voilà, il paraît que c'est assez intéressant. Voilà, et donc elle écrit des petits romans aussi, et donc c'est un petit roman que nous présentons aujourd'hui, donc, qui s'appelle Le requin de Dubrovnik. Et voilà, comme Martine l'a fort bien souligné tout à l'heure, c'est elle qui a fait la maquette. Donc, petit livre certes, petit livre certes, mais comme l'ont dit certains, petit bijou quand même, avec des petites illustrations justement de Dubrovnik, voilà, pour avoir un petit peu une idée du cadre dans lequel les choses se passent. Voilà, donc on espère que ça sera notre prochain best-seller, comme tous les précédents, voilà. Et merci Suada, en tout cas, pour ce petit livre. Donc, le livre commence en 1991, donc je ne sais pas si vous vous rappelez, en 1991, c'est le début des guerres de Yougoslavie. Et donc, nous sommes à Dubrovnik, pendant le siège de Dubrovnik. Et c'est le moment où l'héroïne du livre, malheureusement on l'a présentée un petit peu dans le diaporama, donc voilà, naît pendant un bombardement. Soit donc c'était le bombardement du... Donc ça s'est passé en décembre, du 6 au 7 décembre 1991. Et donc il s'agit d'un événement qui a été beaucoup couvert dans les médias parce que c'était, il s'agissait de... C'était un peu comme si on bombardait Venise ou Paris ou je ne sais pas, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et donc j'ai placé, si vous voulez, j'ai voulu attirer l'attention sur ce moment-là. Et donc, c'est pour ça aussi que j'ai choisi ce moment parce qu'il m'a semblé que c'était vraiment très très important et que ça allait bien après avec le reste de mon histoire. Alors on va vous lire un extrait du coup pour rentrer dans le vif du sujet. Dubrovnik, quelques mois avant la naissance de Latifa, avait été encerclé par les milices serbes et monténégrines. Leurs canons, disposés sur les sommets de la montagne surplombant la ville, lançaient un obus par-ci, un obus par-là. Les cibles étaient tantôt une barque de pêcheurs dans le vieux port, tantôt le toit en tuiles romaines d'un ancien palais. Les navires de guerre tournaient autour de l'île de Lokrum, surveillant les entrées et les sorties du port de pêche, éprouvant pour les nerfs de la population. Un MiG tonitruant survolait la région à basse altitude. Effrayés, la majorité des habitants des villages voisins s'étaient enfuis vers la vieille ville, croyant être plus en sécurité qu'entre les remparts. On l'avait installé dans des hôtels autrefois destinés aux touristes. Le soir,
Aux 3 entrées de la ville, on levait les ponts-levis. Les statuettes de Saint Blaise, le patron de la ville, nichées dans les alvéoles creusées dans les remparts, furent au début entièrement protégées par des coffrages de bois. Une simple précaution en cas d'attaque. Sur l'injonction d'un groupe de vieux ragusins, les planches furent enlevées pour que Saint Blaise puisse exercer ses pouvoirs. Il eut en effet du pain sur la planche, car s'ensuivit bientôt une série de nouvelles calamités. La centrale qui alimentait la vieille ville fut bombardée, mise hors d'usage. L'eau potable dépendant de l'alimentation électrique, il n'y eut plus d'eau non plus. Un grand nombre de voiliers et de barques furent endommagés par des tirs. Certains avaient coulé. Les pêcheurs n'osaient plus sortir. Les gens commencèrent à souffrir de la faim. Quelques mois plus tard, toutes les réserves étaient épuisées. La famine s'installa. Malheureusement, ça rappelle une autre actualité. Ça résonne vraiment... Voilà. Donc, le siège du Dubrovnik, donc, qui est quelque chose d'important dans cette guerre de l'ex-Yougoslavie. Si vous voulez, ce n'est pas spécialement la durée du siège qui est en jeu ici. Parce qu'évidemment, admettons, le siège de Sarajevo, il a duré 4 ans. Le siège de Dubrovnik a duré quelques mois. Et les bombardements et les combats et les destructions. Mais si vous voulez, ce qui était important ce qui a sauvé Dubrovnik, c'est justement comment dire, tout ce battage médiatique qu'a provoqué cette espèce de crime contre la culture, contre le patrimoine mondial de l'UNESCO, etc. Et c'est donc un événement pas aussi tragique et pas aussi catastrophique en termes de victimes aussi que Sarajevo, ou Vukovar, ou même Mostar. Mostar, il a beaucoup souffert. Et d'ailleurs, je voulais vous demander pourquoi justement avoir choisi cette ville de Dubrovnik alors que vous êtes bosnienne et que, a priori, effectivement, ce qui souvent parle aux gens concernant la guerre en ex-Yougoslavie, c'est Sarajevo. Oui. Donc, en réalité, j'ai passé mon enfance et mon adolescence en ex-Yougoslavie. Et donc, Dubrovnik est une ville où j'ai été souvent, passer mes vacances, et que évidemment que j'apprécie et que j'aime beaucoup, parce que c'est vraiment un endroit extraordinaire. C'est d'une beauté... c'est très beau, c'est très agréable, et donc j'ai une espèce d'attachement et d'amour pour cette ville. Évidemment, je suis de Bosnie, et j'aime beaucoup aussi la Bosnie, mais je me suis dit que pour une fois, on va pas... on n'est pas obligé de parler que de son bled, ou de son pays, ou de son... Vous voyez, on voit un peu plus grand, et pourquoi pas. Donc, Latifa naît cette nuit du bombardement, et donc pendant que la ville est assiégée, et effectivement s'installe une famine, et là toute la question est de comment nourrir ce nourrisson, ce nouveau-né. Oui, donc il y a un phénomène le phénomène de la famine dans une ville assiégée, évidemment très, très, très fréquent. L'un des thèmes de mon livre, c'est donc la façon
comment les gens, comment les habitants se débrouillent dans une situation extrême et très pénible, et comment, enfin, les astuces qu'ils trouvent pour survivre. Et donc la famille de mon héroïne donc, fait tout pour faire vivre cet enfant qui est évidemment dans des conditions terribles de famine. Donc, elle n'a pas assez de vitamines, elle n'a pas de lait, tout ça. Donc c'est aussi donc, le thème. là, il s'agit de nourrir la maman, en fait, pour que la maman puisse allaiter son bébé. Et donc, on a pensé à ce fameux requin dans l'aquarium de Dubrovnik. Dans l'aquarium de Dubrovnik, qui est un lieu magnifique, avec situé dans les remparts, avec des poissons et des spécimens de végétation et de faune de la Méditerranée qui sont vraiment remarquables. Donc on trouve aussi des bassins avec des requins. Et donc évidemment les habitants se jettent dessus. Et, bon, je ne vais pas en rester là. Et donc, voilà, passe 15 années et on se retrouve donc le 11 septembre 2006, qui est donc le 5e anniversaire de l'attentat contre les Tours Jumelles. Et donc, qu'est-ce qu'il arrive à cette Latifa ce jour-là dans sa cour d'école? Alors, on va vous lire de nouveau un extrait. Pendant un match de basket, alors que Latifa, assaillie de tous côtés, tentait de passer le ballon, elle l'envoya un peu trop fort en direction d'une de ses coéquipières. Il atterrit directement sur le nez de Dolores et le sang gicla aussitôt. « Latifa Ben Laden !» lança Dolores, furibonde. « Pardon, pardon !» s'excusa Latifa. Dolores lui tourna le dos et, se tenant le nez, partit s'allonger à l'extérieur du terrain. Le match fut interrompu, le nez de Dolores soigné. Puis on se dispersa, chacun de son côté. L'incident semblait clos. L'exclamation de Dolores à l'adresse de Latifa oubliée. Les jours suivants, le surnom ressurgit pour une autre broutille. Voyant à quel point cela énervait Latifa, ses camarades de classe se mirent à la traiter de Latifa Ben Laden pour un oui ou pour un non, mais le plus souvent pour rien. Non, en fait, pas pour rien, pour la faire enrager. Latifa devint de plus en plus irritable et ses notes devinrent de plus en plus exécrables. Peu à peu, elle se fâcha avec toutes ses copines et manqua plusieurs jours d'école. Sa vie se transforma en enfer. Voilà, et c'est là que se noue l'action et tout ce qui va se passer autour de Latifa. Et donc, j'aurais voulu savoir comment vous est venu ce Latifa Ben Laden. On est assez surpris quand voilà, comment on peut traiter quelqu'un de Latifa Ben Laden. Ça surprend à la lecture. Donc, Dubrovnik est une ville à majorité catholique, donc, où il y a quelques minorités, et donc la famille de Latifa fait partie d'une minorité de musulmans. Ce sont des musulmans qui sont arrivés certains sont arrivés au XIXe siècle, certains sont là de manière récente. Et donc, je me suis dit que... Et donc, évidemment, une minorité a toujours... ce n'est pas facile de survivre en tant que minorité, de manière générale, où qu'on soit. Et pour accentuer un petit peu cette difficulté donc j'ai choisi donc, comme surnom de
cette jeune fille. Donc j'ai choisi Ben Laden, parce que, évidemment, Ben Laden, ça évoque la violence, ça évoque le sang, ça évoque le... c'est fort, c'est pour ça que j'ai choisi. Parce qu'évidemment, là, c'était juste un match de basket, mais ce cri qui a été envoyé comme ça par la coéquipière de Latifa, il exprime quelque chose de très fort. Et alors, comment fait cette Latifa pour s'en sortir? Alors, évidemment, ça n'est pas du tout facile pour elle parce que ses parents sont pratiquement inexistants. Enfin, ses parents sont là, mais ils n'ont pas beaucoup de temps pour elle. Et la seule personne qui l'écoute un peu, c'est son oncle. Et son oncle est un personnage très sympathique, mais c'est un artiste, c'est une espèce de troubadour perdu dans des rêves. Et donc elle est vraiment dans de mauvais draps. Et alors, est-ce que son oncle l'aide? Donc son oncle, de quelle façon il arrive, enfin, il est le seul avec lequel elle peut communiquer, elle peut un petit peu comment dire, décharger le fardeau de sa douleur et tout ça. Mais son oncle, finalement, il trouve une solution, c'est-à-dire il organise une réunion familiale et pour aider sa nièce. Et donc il appelle son père en fait. Voilà, il appelle son père. C'est cet extrait-là qu'on va vous lire. C'est page 31. 31. Donc le père s'appelle Zamir et l'oncle Ismaël. Donc d'un gros objet de forme insolite retentit une sonnerie perçante. Comme tout dans la pièce, l'antique téléphone était recouvert d'une fine couche de poussière blanche. Zamir sursauta. Encore quelqu'un qui a du temps à perdre, marmonna-t-il dans sa barbe. À l'autre bout du fil, il entendit la voix d'Ismaël. Allô? Puis-je parler à monsieur Pierre à Feu? Je ne sais pas si on a précisé, oui, qu'il était tailleur de pierre. Le père de la jeune fille est un tailleur de pierre. Voilà. D'où ce Pierre à Feu. Qu'est-ce que tu veux? T'informer que Latifa est chez moi. Elle n'est pas allée à l'école, ni hier, ni avant-hier, ni aujourd'hui. Elle ne peut plus y aller demain non plus. Plus jamais. C'est elle qui le dit. Ah bon? Et pourquoi? Espèce d'ermite, sors un peu de ta tanière. Qu'est-ce que tu veux au juste? J'aimerais que Gorana et toi, vous parliez sérieusement avec Latifa. Moi, je ne m'y connais pas en politique. Mon domaine, c'est la musique, les arts, éventuellement l'amour. Et puis? Latifa ne veut plus vivre à Dubrovnik. Elle veut déménager en Australie. Pardon? Ou s'installer à Mostar. Il paraît que Pavarotti y a fondé une école pour les orphelins de guerre. Zamir ne put s'empêcher de sourire. Elle est constamment forée chez moi. Ce n'est pas normal, car d'habitude, elle ne peut pas me souffrir. Ou plutôt, elle ne pouvait pas, car je crois que ça a un peu changé. Bon, elle a toujours bien aimé Sam. C'est son chien. Et n'oublie pas qu'elle va bientôt avoir 15 ans. Je sais, l'interrompit Zamir sèchement. En fait, il l'avait oublié. Et Gorana, c'est sa mère quand même. Zamir rougit. Sa femme faisait vivre leur famille, payant les factures, les vêtements, assurant les dépenses quotidiennes. L'homme au foyer, censé s'occuper de leur enfant, c'était théoriquement lui. Mais, en pratique, il était surtout l'homme à l'atelier. Gorana devrait lui expliquer la politique, les religions, l'islam, tout ça. Elle est très forte pour ces trucs-là. Toi, tu n'y connais rien. Merci, je suis capable de le faire. Simplement, je ne trouve jamais le temps ni l'occasion. C'est ça, Mr. Pierre Ponce Pilate. Les intonations d'Ismaël se faisaient ironiques. Toujours en train de te laver les mains.
toujours. Mais enfin, achète-toi une télé ou une radio, au moins. Achète de temps en temps le Herald Tribune. Tu n'es au courant de rien. Qu'as-tu dit à Latifa au sujet de l'attentat sur les tours jumelles? Grosso modo, que c'était inacceptable et regrettable pour toutes ces victimes innocentes. Mais qu'au fond, je trouvais plutôt bien que les terroristes n'aient pas visé la Statue de la Liberté, ou le MoMA, ou le Royal Albert Hall. Mais... Albert Hall est à Londres, pas à New York. Et que les deux gratte-ciel hyper moches symbolisaient le pouvoir puant de l'argent. Ismaël, Quoi? tu lui as dit ça? Oui. Tu es complètement fou. Ismaël lui rapprocha au nez. Voilà. Donc c'est pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance des problématiques en fait que soulève ce livre. Et puis j'avais oublié de dire au début que en fait Souad a beaucoup travaillé pour l'UNESCO sur les conséquences sur les enfants des crises qu'ils pouvaient traverser, que ce soit la guerre ou des crises climatiques, etc. Donc elle est très sensible en fait à la façon dont on transmet les choses aux nouvelles générations. Et donc du coup, cet oncle Ismaël ne va pas donner les réponses en fait à Latifa. Et donc finalement, ce sont les parents. C'est ça, ce sont les parents qui enfin comprennent qu'il faut faire quelque chose parce que leur fille elle veut déménager en Australie, elle veut aller retourner à Mostar et tout ça. Et donc ils prennent le taureau par les cornes. Et ils organisent une soirée où ils lui font une espèce de cours de géopolitique qui est à la fois... donc, évidemment, c'est très compliqué à expliquer ça, à expliquer la complexité de ce phénomène, enfin, à une jeune fille de 15 ans, mais rien que le fait qu'ils se réunissent et qu'ils consacrent du temps à ça, donc fait que Latifa finit par être soulagée et ne plus finalement ne plus détester ses parents, parce que elle a eu aussi un moment de rejet de ses parents, parce qu'elle les voyait complètement... Ouais, ses parents ne comprenaient pas du tout ce qui lui arrivait. Et donc, voilà. Alors moi, ce qui m'a intéressé quand j'ai lu ce livre, justement, sur cette problématique vis-à-vis des jeunes, c'est la façon dont vous avez réussi, en fait, à compulser plusieurs problématiques. La guerre, l'attentat contre le World Trade Center, etc. Enfin, toutes ces notions de géopolitique extrêmement complexes qui font s'entrechoquer les choses et comment toutes ces choses rejaillissent sur le quotidien finalement, alors que ce sont des grandes questions qui sont voilà, gérées à des niveaux internationaux. Et comment vous avez fait pour réunir ces choses, la guerre en ex-Yougoslavie, les attentats, etc. Comment ça s'est organisé? Je ne peux pas dire exactement comment j'ai fait, mais enfin, j'ai essayé de faire... C'est à la fois chronologique, enfin, c'est quand même relativement linéaire, parce que je ne sais pas, je ne pourrais pas vous expliquer comment j'ai fait, mais j'ai réussi. Et je sais que c'est beaucoup de sujets, beaucoup de thèmes, c'est très compliqué tout ça, mais je crois que j'ai quand même réussi à faire quelque chose d'assez cohérent et compréhensif. Quoi. Je crois que ça peut intéresser.
c'est accessible à tous les âges quand même, je crois. Enfin, peut-être à partir de, je dirais, 14-15 ans. Oui, c'est ça que je voulais vous demander. Est-ce qu'il y avait une visée pédagogique particulière au moment où vous avez écrit? Est-ce qu'il y avait des messages à faire passer? Ou est-ce que c'est l'écriture qui vous a guidé finalement? Non, c'est sûr qu'il y a des... J'ai essayé de faire passer des messages. Parce que je me considère comme... Quand j'écris, je suis engagée. Je suis une militante. Enfin, j'essaie de... J'ai cet esprit-là. Et j'ai aussi essayé de ne pas être trop sérieuse. Je sais que ça sonne un peu bizarre, mais il y a des moments quand même, c'est très burlesque. Voilà, bah ça c'était une des questions aussi que je voulais vous poser. Comment vous faites pour marier finalement des sujets extrêmement difficiles, tragiques, avec une sorte de légèreté dans l'écriture et beaucoup d'ironie C'est ce que vous alliez dire finalement, c'est que vous aviez envie d'écrire plutôt sans une sorte de lourdeur, mais plutôt, voilà. Je me suis un petit peu, vous savez, Dubrovnik est connu aussi, sa littérature, parce que cette ville, donc cité, ils ont aussi une littérature spécifique à cette région, et ils ont quelque chose, une sorte de commedia dell'arte. C'est un peu comme en Italie. Et ils ont des... D'ailleurs, Deka et moi, nous avons rencontré un spécialiste de la littérature dubrovnicienne. Ah oui, absolument. Qui a traduit en français des comédies du XVIe siècle, d'Udo Maroe et tout ça. Et donc, j'avoue que... Donc, je me suis... Il y a un petit côté commedia dell'arte dans mon écriture. Vous n'avez pas trouvé? Oui, si. Bah justement, c'est ça que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'à la fois les thèmes sont très complexes et difficiles à traiter, mais en même temps extrêmement accessibles et présentés d'une façon voilà, assez légère finalement, mais le fond est là.